Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a quitté cet après-midi Conakry pour Freetown, la capitale sierra-léonaise. Le chef de l'État effectue ce voyage sur invitation des autorités de Sierra Leone. La Guinée peut être une destination convoitée, c'est le sentiment du ministre du Tourisme qui rentre d'une longue tournée de l'intérieur du pays. Avec des cadres du département, plusieurs sites ont été visités. Les 72 heures du livre ont pris fin à Conakry. L'événement a mobilisé de nombreux hommes de culture, tout aspect confondu. La problématique du livre en Guinée a été le centre de gravité de cette troisième édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Je vous donnerai les détails dans un instant. Sur invitation des autorités sierra-léonaises, le professeur Alpha Condé effectue une visite d'État et d'amitié à compter de ce mardi sur Freetown. Le président de la République mettra ce séjour à profit pour échanger avec les responsables à différents niveaux de ce pays voisin. Je propose le cérémonial de départ avec Marmondo Barry à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Guinée is back. La Guinée revient. C'est pour rendre effective cette volonté que le président de la République, le professeur Alpha Condé, multiplie les contacts et les déplacements dans la sous-région, surtout ouest-africaine. Sur invitation des autorités de la Sierra Leone, le président de la République effectue à compter de ce jour une visite d'État et d'amitié dans ce pays voisin et ami à la Guinée. Le professeur Alpha Condé mettra-t-il son séjour à profit pour prendre part au cinquantenaire de la Sierra Leone, mais aussi et surtout prendre langue avec ses homologues conviés aux festivités? L'on se rappelle que Ernest Bai Koroma, le président de la Sierra Leone, était à Conakry le 21 décembre dernier à l'occasion de l'investiture du professeur Alpha Condé. Mieux, la Guinée entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la Sierra Leone, d'où les multiples échanges entre les populations guinéennes et léonaises. À travers également le réseau Manoriva Union, les Guinéens et les Sierra-Léonais se concertent, souvent pour promouvoir l'intégration sous-régionale et renforcer la sécurité transfrontalière tout en consolidant la paix. C'est aux environs de 15 heures cet après-midi que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est arrivé à l'aéroport de Conakry. À l'occasion de ce cérémonial de départ, on notait la présence d'un détachement des forces armées guinéennes, des officiers généraux et particuliers de l'armée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement de Mohamed Saïbou Fofana et les diplomates et représentants des organismes internationaux accrédités en Guinée, tous venus prendre part à la cérémonie. Après ce tour d'honneur,
le professeur Alpha Condé a pris son vol pour la Sierra Leone. Pour la suite de cette édition, le Conseil interministériel du mardi 26 avril 2011. Le Conseil interministériel a tenu sa session ordinaire ce mardi 26 avril 2011 de 10h10 à 13h sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef de gouvernement, selon l'ordre du jour suivant. Message de M. le Premier ministre, chef de gouvernement, de communication des membres du gouvernement. Ministère de l'enseignement préuniversitaire sur les mesures à prendre contre les enseignants en position d'abandon de poste. Ministère de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le mémorandum de l'intersyndicale de l'éducation. 3 examens de texte. Ministère délégué chargé de l'environnement sur l'examen du permis d'exploitation forestière accordé à la société Forêt Forte. 4 divers. Au titre du point 1 de l'ordre du jour, le Premier ministre a passé en revue des décisions du dernier Conseil des ministres et invité les départements ministériels concernés par les dites décisions à en assurer le souci correct. Les décisions, faut-il le rappeler, sont relatives au fonds de soutien à l'emploi jeune, au décret d'application du principe d'unicité des caisses et aux mesures préventives ordonnées s'agissant des banques où sont domiciliés les comptes publics. Il s'agit aussi, entre autres décisions, de la commission de mobilisation des ressources pour le renforcement du CNLS, des TDR pour l'audit du fonds minier. Relativement aux autres points de l'ordre du jour portant sur des communications des membres du gouvernement et autres examens de texte, le Conseil s'est longuement penché sur le cas des enseignants en situation d'abandon de poste. Les manipulations frauduleuses des fichiers de la fonction publique appellent des mesures draconiennes et un traitement d'ensemble de cette question. Cette problématique nous conduit directement au cœur de la réforme de l'État, le principe de la mise en place d'une commission interministérielle regroupant les ministres du secteur de l'éducation, ceux en charge du contrôle économique de la fonction publique, des finances, celui délégué au budget et le haut-commissaire en qualité de rapporteur a fait l'objet de recommandations à soumettre au prochain Conseil des ministres. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Le Conseil interministériel a ensuite examiné le mémorandum de l'intersyndicale de l'éducation. Des propositions de concertation avec des partenaires seront soumises au Conseil des ministres. Après avoir débattu des questions soulevées par le ministre délégué chargé de l'environnement relativement à l'exploitation abusive de notre patrimoine forestier, le Conseil interministériel a fait des recommandations tendant à mettre fin à cette pratique. La création à moyen terme d'une véritable industrie forestière qui nous conduira à exporter des meubles valorisant mieux nos ressources et les professionnels de ce secteur a également évoqué le ministre. Au titre des divers, le Conseil interministériel a pris acte de la réunion atelier qui sera consacrée dans quelques jours à la modernisation de l'administration guinéenne organisée dans quelques jours, qui sera organisé donc dans quelques jours par le PNUD. Le Conseil interministériel présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, l'illustre artiste disparu, Mafula Soba Kanté, de l'orchestre Bala et ses baladins, qui vient donc de nous quitter. Le Conseil interministériel. Le Premier ministre chef de gouvernement était samedi dernier à Zérekoré, une visite de travail qui a permis à Mohamed Saïd Fofana de transmettre à la population de cette préfecture le message de paix et d'unité nationale du professeur Alpha Condé. Le reportage de Adi Kamara. La capitale de la Guinée forestière, Zérekoré, était en liesse populaire samedi pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, messager du président de la République, professeur Alpha Condé, qui incarne aujourd'hui le renouveau du rêve guinéen. Une foule incandescente est massivement sortie, venue des 4 coins de Zali,
composé de toutes les couches sociales et professionnelles, animées d'une seule volonté, celle de voir la Guinée sur le chemin de la croissance et du développement sous l'impulsion du professeur Alpha Condé. La place publique noire du monde, le tout Zérékouré est donc sorti pour conférer un cachet à la fois particulier et historique à cette visite de Mohamed Seydou Fofana Zérékouré. Mobilisation grandiose à la dimension de l'attachement de la population de la forêt aux idéaux de changement du professeur Alpha Condé, volonté largement exprimée par le maire de Zérékouré dans son souhait de bienvenue. Le bilan authentiquement positif des 100 premiers jours de votre gouvernement inspire déjà profondément confiance. Les actes posés par celui-ci au quotidien stimulent et renforcent les populations dans leur conviction selon laquelle le changement est véritablement amorcé. Il fera encore plus de fruits, plus de succès, pourvu que chacun s'y emploie davantage et s'y engage intensément. En tout état de cause, la commune de Zérékouré salue l'action du gouvernement qui, attentif à la souffrance des populations, croupissant sous le poids de la flambée anarchique des prix des denrées de première nécessité, vient de doter notre préfecture en riz à prix compétitif à hauteur de 650 tonnes. Elle salue également l'action d'assainissement de la ville de Conakry, entreprise par Madame la Première Dame de la République. Cette belle action a eu un écho favorable dans la cité des Ali, où les braves femmes, organisées en association, groupement ou en union, ils rivalisent d'ardeur pour faire des Zérékouré une ville propre, une ville où il fait bon vivre. Comme il est de coutume ici en forêt, la notabilité a à travers les 10 mois de Kola ouvert les portes de cette mégapole du Sud au Premier ministre. Zérékouré s'agrandit et les besoins sociaux de ces populations deviennent de plus en plus pressants. C'est pourquoi la présence de Mohamed Seydou Fofana sonne comme un signe d'espoir pour Zérékouré et au-delà pour toute la région forestière, réputée pour ses terres fertiles et le dynamisme de sa population, donc atout majeur pour le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de développement agricole. Mais ce développement agricole se heurte à des difficultés dans cette région. L'état de dégradation poussée de la route de la nationale numéro 2, Kondebadou-Gekedou-Kissidougou. Sa réhabilitation avant les grandes pluies éviterait la rupture de la circulation sur cette voie. Les bâtiments des routes Zérékouré-Yomou, Zérékouré-Beyla, Lola-Zo, frontière République Côte d'Ivoire. Le déblocage des travaux de construction par Guigo Press du stade régional débuté en 2007-2008 en vue d'offrir à notre jeunesse un cadre idéal d'épanouissement. Les travaux d'électrification de la ville, malgré quelques efforts fournis et qui sont visibles, n'avancent pas à l'allure souhaitée par les populations. Les travaux d'extension du réseau de la SEC sont très sollicités vu le développement de l'urbanisation accélérée. Au-delà de cette ferveur populaire, signe du soutien manifeste de Zérékouré au professeur Alpha Condé, ce puissant meeting a été l'occasion d'exprimer au Premier ministre les préoccupations majeures de cette ville. À ce niveau, Mohamed Seydou Fofana indiquera les dispositions prises par le gouvernement en termes de fourniture de semences, d'engrais, de pesticides et de tracteurs pour soutenir le paysan. Un effort, dira-t-il, qui ne peut aboutir que dans la paix et l'unité nationale auquel Mohamed Seydou Fofana a exhorté ses populations au nom du professeur Alpha Condé. Si ce changement a été possible, c'est parce que vous, les populations de la forêt, vous avez accepté d'accompagner dès les premières heures le professeur Alpha Condé. Il était donc normal qu'après son investiture, il vienne ici vous remercier. Je ne suis qu'un éclaireur. Par la grâce de Dieu, il m'a chargé de vous dire qu'il viendra personnellement pour vous remercier pour l'effort que vous avez fait. Il m'a chargé de vous remercier, jeunes, femmes, hommes, sages, pour ce que vous avez fait pour maintenir dans la ville de Zérékouré et aux alentours un climat de paix, de solidarité, d'entente, conditions sans lesquelles aucun développement ne peut être envisagé. Depuis sa prise de fonction, le président est à l'œuvre, puisque 50 années durant,
nous avons, nous tous, appauvri ce pays. Il s'est dit que la meilleure façon de permettre à la Guinée réellement de décoller, c'est d'abord faire un état des lieux, sans complaisance. C'est pourquoi, durant 2 mois, 3 mois, nous avons passé au peigne fin tous les secteurs de l'économie guinéenne. Nous avons mesuré l'importance du trou dans lequel nous nous sommes retrouvés, qui rend difficile tout effort de développement. Déficit budgétaire, inflation galopante, monnaie à détériorer, etc., etc. Tous les secteurs économiques. Il a demandé d'abord que nous nous engageons, après cette unité, à lutter contre certains maux qui minent notre société. S'agissant de la forêt, je prendrai quelques éléments. Par exemple, la coupe du bois, abusive du bois. Le premier acte administratif que nous avons pris après notre nomination, c'était d'interdire cette coupe de bois. À la demande insistante, non seulement des ressortissants de la forêt, mais aussi de l'ensemble du tissu social guinéen. Car, comme vous le constatez, la Guinée court le risque de désertification. Toutes les autorités délivraient des certificats de coupe de bois, sous-préfet, CRD, préfet, etc., etc. La forêt est partie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes menacés par la sécheresse. C'est nous qui avons fait ça. C'est un changement qui est demandé. Je souhaite que chacun de vous s'engage dans cette lutte. Avec le professeur Alpha Condé, dans 3 ans, la Guinée sera le phare de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons attirer des milliards et des milliards dans les caisses de l'État pour faire les routes, pour désenclaver la forêt, pour vous donner, n'est-ce pas, l'espoir que vous avez perdu depuis 50 ans. Je vous en donne la garantie. Derrière le professeur Alpha Condé. Et dans les mois à venir, vous allez voir les résultats. Mais mieux, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, le professeur Alpha Condé a dit qu'il faut partager. Partager le peu qu'il y a dans l'assiette. Le premier geste, c'est de dire les populations ont souffert de l'impôt dont ils n'ont eu aucun retour. Je supprime cet impôt-là. Le gouvernement a supprimé les impôts. Deuxièmement, quand les femmes vont à l'accouchement, elles souffrent et on leur demande l'argent. Il y en a qui meurent parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elle dit, j'efface, n'est-ce pas, ces frais et le gouvernement le supporte. Nous avons fait importer le riz. Ce n'est pas parce que nous voulons faire plaisir à la population, mais c'était pour donner un exemple à nos frères commerçants, mais aussi et surtout pour soulager les souffrances des populations. Et il vous a dit, nous allons procéder à l'importation d'au moins 150 000 tonnes de riz dans les jours à venir pour que d'ici jusqu'à la fin du mois de carême, les populations n'aient pas à souffrir de prix de la cherté du prix de Mais, mes très chers frères, cela ne saurait continuer. Un pays qui se veut indépendant, souverain, ne peut pas vivre d'importation. Nous ne pouvons pas faire dépendre notre ventre de la bonne volonté d'un autre pays. C'est pourquoi il nous faut nous engager dans la production et dès maintenant. C'est pour cela que le président a ordonné à son gouvernement de lancer une vaste campagne de production agricole assortie, adossée à un programme de développement pour que dans l'espace de 3 ans, la Guinée atteigne l'autosuffisance alimentaire. Et pour le clou de la cérémonie, Zérekouré a offert un carnaval géant au Premier ministre et à sa délégation. Un défilé qui a vu passer toutes les composantes sociales de la ville. Tous ont exprimé par ses pas cadencés au rythme de la Numba de la 4e région militaire du pays leur adhésion sans réserve à la politique de changement instaurée dans le pays sous la férule du professeur Alpha Condé, dont le souci est de faire de la Guinée un pays émergent qui garantit sa sécurité alimentaire, renforce et développe son économie et qui fait du respect des principes démocratiques et la protection des libertés publiques
une priorité absolue. Problématique de la gestion des 20 000 tonnes d'engrais livrés dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2011-2012 à Kankan. Le comité interministériel chargé de préparer la campagne entend respecter le calendrier agricole. Il a pris dans ce sens des dispositions pour que les engrais arrivent dans cette zone de production à temps. Le reportage de Fodi Kabara. Avec ces camions d'engrais qui s'apprêtent à rejoindre les préfectures de la Guinée forestière, l'animation du centre de la ville de Kankan est montée d'un cran. Depuis le 7 avril dernier, le Bouekangamana est devenu le point de chute des tonnes d'engrais livrés pour cette première phase par Toguna Agro-Industrie, basée à Bamako. Aujourd'hui, la principale préoccupation des autorités de l'agriculture est l'accélération du processus de distribution des 20 000 tonnes d'engrais dans les zones de production. Il faut faire vite parce que après ce mois d'avril, au mois de mai, c'est vraiment la mise en place, le semis des cultures. C'est en ce moment qu'il faut mettre les engrais. Donc, c'est le mécanisme de mise à disposition qui doit être accéléré pour que les régions puissent bénéficier. Nous serons dans le délai parce qu'il paraît que les tracteurs seront là d'ici le 15 mai. Et les engrais, je pense, d'ici une semaine, on va finir de les distribuer. Ici à Kankan-Nabaya, pour le stockage des engrais, 3 sites ont été retenus. Les magasins du Centre de recherche agronomique de Bordeaux et du projet Coton, et surtout les entrailles du Batomba, grand bateau dans la langue du terroir. Un grand bateau qui a englouti près de 5 000 tonnes d'engrais. Cependant, le stockage de ces intrants n'est pas à l'abri des critiques de l'administration et contrôle des grands projets publics. C'est vrai que tout n'est pas rose, il faut avoir le courage de le dire. Nous venons de Bordeaux, nous avons vu des sacs à même le sol, ce qui n'est pas bon, parce qu'en cas de pluie, les sacs là vont se mouiller et l'État va perdre de l'argent. Deuxièmement, le personnel d'encadrement, il y a des petits couacs qu'il faut essayer de remédier tout à l'heure. Et c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs tardivement ce soir, pour être en rapport avec le ministère de l'Agriculture, pour trouver la juste solution, pour ne pas que le programme tant ambitionné par le président de la République échoue. Nous ne le souhaitons pas. La nuit, dans la cour de la résidence du gouverneur, après avoir prêté une oreille attentive aux remarques des différents groupes de travail, la commission interministérielle chargée de préparer la campagne agricole s'est apaisantie sur la trilogie distribution, commercialisation et sécurisation des engrais, tout en responsabilisant les gouverneurs et préfets, mais aussi les structures d'encadrement et les organisations professionnelles. Les gens ont l'habitude de dire campagne agricole, mais cette fois-ci, nous voulons mettre un cachet particulier sur cette campagne agricole de cette année pour que ce ne soit pas une campagne agricole de feu de paille. Tout le monde est représenté aujourd'hui à Kankan. Donc ça fait une fierté pour moi. Je suis déjà sûr que le programme du professeur Alpha Condé va atteindre son objectif comme il le veut. 100 000 hectares doivent être aménagés, soit 25 000 hectares par région naturelle et 150 tracteurs et moissonneuses-batteuses sont attendus. Vu l'importance des investissements, il y a lieu de veiller au grain pour éviter le comeback des vieilles mauvaises habitudes de spéculation, de réexportation et de transformation des tracteurs en moyens de transport dans les marchés hebdomadaires. Ce qui rappelle le triste sort qui fut réservé aux tracteurs des FAPA, les fermes agropastorales d'arrondissement du premier régime. Le ministre du Tourisme entre d'une longue tournée dans la Guinée profonde. Il était allé identifier des zones touristiques et voir sur place ce qu'il a eu lieu de faire et entreprendre pour faire de la Guinée une destination alléchante. Mohamed Lamine Souma et Mohamed Silla étaient sur les pas du ministre. Suivi. Des touristes dans la Guinée profonde commencent à affluer en nombre de plus en plus croissant. Les hôtels des préfectures de Dalaba, Farana, Kisdougou, Gekedou ne sont plus vides. Ceux d'Nzérekoré sont totalement pleins. Coopérants et visiteurs de la nature de Guinée affluent de toutes parts. Des tours opérateurs maliens s'invitent dans la relance des activités touristiques en Guinée. Kamiseko Habilan est directeur de l'agence de voyage West African Tour. Une VIP. Nous sommes en Guinée dans le cadre du tourisme intégré. Je suis venu pour faire un repérage parce que le premier groupe test arrive au mois de mai en Guinée-Conakry.
Le gouvernement, de son côté, veut mettre de l'ordre dans ce secteur, accompagner les opérateurs privés en mettant en place des mesures incitatives, d'où la visite de terrain de la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Dans la préfecture de Lola, Mme Balde Hadja Mayamaba, accompagnée des cadres de son département, a admiré le spectacle d'exhibition des poissons sacrés de Gogota. Une cérémonie rituelle, elle-même sacrée, qui a lieu à des sacrées occasions comme celle-là. Les poissons qui sont là, quand quelqu'un a des malheurs, il vient demander de l'aide à la mare, vous trouverez que la personne aura la chance d'avoir le bonheur. C'est pourquoi on dit mare sacrée. Et toute personne qui arrive dans cette mare, dès qu'il trouve le bonheur, il doit obligatoirement revenir remercier la mare en présentant un coq, un bélier, de la graine, de la cola, au sens de la mare. Selon la tradition, on ne pêche pas ces poissons, on ne les agresse pas. Sinon, bonjour le malheur. Au pied des Monts Nemba se trouve un autre site aussi merveilleux, le pont sur la rivière Kavali qui prend sa source dans les entrailles des Monts Nemba, un tapis de rochers qui s'étale sur la largeur de cette rivière à cet endroit précis, formant ainsi un pont naturel. Il faudrait y mettre déjà des cases, évidemment, en utilisant les éléments de la nature, c'est-à-dire sans endommager la nature telle qu'elle est. Nous allons mettre une légère structure, des cases, un petit forage pour l'eau, utiliser le soleil pour l'alimentation en électricité, pour mettre quand même un peu plus à l'aise ceux qui y viendraient séjourner un jour ou deux pour découvrir encore une fois cette merveille. Et ceci, sans plus tarder, nous allons nous y mettre. Ce sera certainement le premier site touristique que nous allons aménager depuis notre arrivée à la tête de ce département. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition des 72 heures du livre, une édition qui a débattu de la problématique du livre, vecteur essentiel du changement, et qui a enregistré plusieurs activités culturelles, parmi lesquelles la présentation du livre sur la biographie de Ahmed Sékou Touré, écrit par André Levin. D'éminents hommes de culture ont pris part à cette 3e édition. Gadi Keta. Fini la 3e édition des 72 heures du livre en Guinée. Plusieurs prestations ont marqué ces 3 jours d'exposition et de vente de livres. Au cours de ce rendez-vous, il faut noter la remise des livres aux différentes ONG de la capitale ainsi que la présence des grands hommes littéraires. Au cours de ces 3 éditions, nous avons enregistré une évolution progressive favorable à l'instauration de la lecture et de l'écriture dans notre pays. Une assistance croissante. L'augmentation du nombre d'auteurs guinéens mobilisés, la croissance du nombre de la diversité des ouvrages exposés confirme le sentiment d'une relative réussite dans l'entreprise. Ce salon du livre va être de plus en plus ouvert. Et ce qu'a apporté ce salon, et je crois que c'est exceptionnel, c'est qu'il a apporté le désir. Aujourd'hui, j'ai vu les jeunes, j'ai vu des tout jeunes, ils ont tous envie de participer, non pas seulement à la lecture, mais aussi à l'écriture. Une rencontre hautement appréciée à tous les niveaux, quand on sait que le livre est un élément important de la culture d'un peuple. Et ces 72 heures du livre sont un événement, je dis, qu'il faut applaudir, qu'il faut encourager, mais je dis ça nous amène à des engagements. En tout cas, en tant que ministre d'abord, et puis le public, vous les médias, vous devez répercuter cela presque tous les jours. Aujourd'hui, on peut lire plusieurs écrivains guinéens édités par l'Harmattan. Il y a encore 3 ou 4 ans, ou même, 3 ou 4 ans, c'était rare de croire qu'on pouvait éditer les œuvres de chez nous. Mais l'effort qui est fait et l'organisation qui est faite pour présenter les productions, tout cela relève d'une initiative qu'il faut saluer, mais qu'il faut soutenir aussi. Et je profite de l'occasion pour dire à l'ensemble
des auteurs, à l'ensemble des acteurs du livre, à l'ensemble, disons, de la population guinéenne que l'espoir est permis. Le livre, vecteur essentiel du changement, l'objectif principal, c'était de créer un espace de débat. Et vous avez vu que les auteurs internationaux qui sont venus pour débattre avec des auteurs guinéens, ils ont bien travaillé ensemble. Les ateliers d'écriture, les conférences ont été bien tenues. Nous sommes satisfaits et je souhaite que l'année prochaine, qu'il y ait beaucoup plus d'engouement, que ça ne soit pas au centre culturel, que ça soit à l'espace du Palais du Peuple. C'est dire donc que ce genre d'initiative devrait être encouragée. Cela pour permettre à la jeunesse de s'adonner à la lecture et aux valeurs ancestrales. Conakry, ville propre aux opérations coup de balai, la campagne se poursuit dans la capitale. L'association des femmes arc-en-ciel de Bellevue École était de nouveau sur le terrain le week-end dernier. Un opérateur économique ajoute son grain de sel en mettant de gros moyens à la disposition de la première dame pour dégager les immondices dans la commune de Conakry. Adama Magasuba signe ce reportage. L'association des femmes jeunes et sages de l'Alliance Arc-en-Ciel de Bellevue se met à la tâche pour assainir son environnement. Le week-end dernier, ils étaient sur l'axe Bellevue-Carrefour, la case des hôtes, le pont et le port Kinsi. Venus de tous les secteurs de ce quartier, ces militants, à défaut d'un camion poubelle, ont débarrassé ces différents lieux des ordures qu'ils ont transportés au dépotoir. Selon Alama Condé, présidente des femmes arc-en-ciel de Bellevue, depuis 4 semaines, cette association est sur le terrain. Sans bruit et avec les moyens de bord, elle fait montre de sa volonté de participer à la politique d'assainissement engagée par la première dame de la République. Depuis première dame ka siranta sine ka fidani ke ka yira ka muso la ko muso ni sirani kaka an fana yan wuli déjà na braba siran yela bulu aye fidani na télévision na hala manama la gine ka de na fana de anya wuli toujours anya lele ma demenka anu ya lele ko an fana ye siranta anya na yoro fida konne dise men fola muso tolnye an kana sika an bolo la nyonka be yila yoro fidan ka yoro sanya. Nous avons initié cette association. C'est dans le cadre du renforcement de l'amitié, du raffermissement entre les jeunes de la Bellevue, y compris. Et c'est aussi, ça va dans le sens de l'aide du président de la République qui a déjà prôné le changement depuis. C'est dans ce sens que nous nous lançons déjà. Nous avons vu la première dame à la télé prendre le balai en main. Ça, c'est loin d'être de la démagogie. Nous venons auprès d'elle pour l'assister dans ce sens. Vous voyez, on est obligé de brûler. C'est comme si on était dans un champ. On est obligé de le faire. Logiquement, quand nous balayons, il faut qu'il y ait quelque chose pour sortir les ordures là, pour que quand même que ici soit complètement propre. Fait nouveau dans cette campagne d'assainissement, c'est un opérateur économique qui se décide à donner un coup de main à cette belle initiative de Mme Guéné Condé. Ibrahima Kamara, PDG d'IC Transport, société spécialisée dans le transport des agrégats, se porte volontaire et met ses 40 camions de marque Iveco et Scania à la disposition de la première dame de la République afin de dégager les principaux points de regroupement des immondices dans les 5 communes de Conakry et cela pendant 5 semaines. Le PDG de IC Transport nous livre l'objectif visé par sa démarche. On s'est dit qu'il serait d'un appui très important d'accompagner l'action de la première dame, qui est celui d'assainir la ville de Conakry, la débarrasser de tous les immondices que nous voyons à travers la ville. Je crois que ce genre d'action pour nous, qui est une action purement humanitaire, on se dit que c'est une façon de créer de l'hygiène et la santé pour la population de Conakry. Quand nous la voyons à la télé avec des balais, nous disons en tant que professionnels que ce n'est pas la solution, mais nous voyons en elle une femme déterminée à ce que la Conakry soit une ville propre, débarrassée de tous ces immondices. Quand on sait que la ville de Conakry produit 800 tonnes de déchets par jour pour 1600 mètres cubes, soit 160 voyages de camions, le SPTD, Service public de transfert des déchets de la ville, a une capacité de 60 voyages en moyenne par jour et en carburant. À ce rythme, les attentes ne sauront être accomplies. C'est un bel exemple à saluer pour tous les opérateurs économiques. L'exemple que IC est en train de faire aujourd'hui grâce à la première dame de la République. Nous avons
enregistré beaucoup de points noirs. Donc l'élimination de ces points noirs est une préoccupation fondamentale de notre service. Si nous voyons des opérateurs économiques et à la tête, grâce à l'intervention de la Première Dame, nous ne ferons que saluer cette initiative. IC Transport est une société créée en 2001. Elle s'intéresse aux bâtiments travaux publics. Elle emploie 101 agents, mécaniciens, chauffeurs, toutes options confondues. Elle dispose d'un parc de 40 camions, des engins lourds, excavateurs, chargeurs et bulldozers. Avant-dernier élément de cette édition, parce qu'après nous aurons un invité sur ce plateau, Dr Maurice Sandan. Il est le directeur, le secrétaire exécutif du CIF, basé à Addis Abeba. Donc, avant de retrouver Dr Maurice Sandan, nous poursuivons cette édition. Les assemblées annuelles du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont tenues à Washington du 14 au 18 avril dernier. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a conduit la délégation gouvernementale, qui a représenté la Guinée à ces différentes sessions, à l'issue desquelles d'ailleurs des résultats encourageants ont été enregistrés par la mission. Le compte rendu de Boubacar Ba. Trop de rigueur ou trop de relance. L'élan de la reprise mondiale s'essouffle déjà. Les dettes publiques atteignent des niveaux records, les ajustements structurels trop renforcés étouffent les économies à faible revenu et les cours des matières premières et des denrées de première nécessité sont devenus très volatiles. Les pays émergents convergent vers l'austérité tandis que les déficits des pays à faible revenu se creusent chaque jour du fait des coûts pétroliers et alimentaires, de la gouvernance politique et économique. Que faut-il faire pour relancer l'économie mondiale avec sa brochette d'incertitudes politiques et économiques persistantes, du niveau élevé du chômage, de la faiblesse de la croissance, toutes choses qui fragilisent l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? C'est dans ce contexte difficile qu'ont débuté les assemblées annuelles du printemps du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, où la Guinée, notre pays, était représentée par une délégation de 9 membres pilotée par le ministre de l'économie et des finances. Sorti récemment du cauchemar de la transition grâce à l'organisation des élections présidentielles qui a favorisé la reconnaissance de la Guinée par la communauté internationale, les réunions du printemps du Fonds monétaire et de la Banque ont été une occasion pour la Guinée, notre pays, de marquer son retour dans le concert des nations. Une aubaine qui a permis à la mission gouvernementale de présenter les nouvelles orientations du premier gouvernement du professeur Alpha Condé à la communauté internationale. En marge des assemblées annuelles, la mission gouvernementale a eu plusieurs séances de travail avec les services du Fonds monétaire et de la Banque, notamment sur les relations actuelles et futures entre notre pays et ses institutions de Bretton Woods. À la Banque mondiale, la mission a rencontré les cadres en charge des services de l'agriculture, de l'énergie, des télécommunications, des mines, des infrastructures, de la santé et du climat des affaires. Dans un langage franc et direct, Kerfala Yazane a mis tout sur la table, de la situation économique du pays, des réformes courageuses entreprises par le président de la République dans le cadre de la réforme de l'armée, la maîtrise du personnel de la fonction publique qui a doublé en 5 ans, passant de 60 000 à 120 000, la lutte contre l'inflation pour stabiliser la monnaie, la fourniture d'intrants et engins agricoles, le programme de sauvetage des centrales énergétiques pour améliorer la production, la refonte du secteur minier très déficitaire. Bref, toute une brochette d'éléments qui freinent le développement socio-économique de la Guinée qui sort d'un long cauchemar. Un exposé bien apprécié par nos partenaires, tous décidés à prendre bras le corps le dossier Guinée. Des inquiétudes ont tout de même été soulevées, notamment sur la sécurité des titres fonciers de certaines sociétés minières et le problème lié à l'évacuation du minerai. Des questions survenues suite au discours d'orientation du chef de l'État qui souhaite voir la participation du gouvernement aux actions de ces sociétés. Sur la question, le ministre des Finances a indiqué que le gouvernement est loin de faire la guerre au secteur minier qui est disposé à investir plus de 20 milliards de dollars dans les 5 prochaines années, ce qui n'exclut pas l'assainissement du secteur conformément aux règles et normes internationales, a ajouté Kerfala Yansane. Déjà, le gouvernement souhaite la création d'un fonds de souveraineté qui pourrait être financé par les sociétés minières pour accompagner le pays à financer ses priorités.
Il est important que nous travaillions ensemble avec le gouvernement pour pouvoir définir les priorités des priorités et pouvoir répondre à des attentes pressantes des utilisateurs des routes afin de, je dirais, enrichir et maintenir la paix sociale du pays dans le cadre, bien évidemment, de la reprise des activités économiques et de désenclaver donc le plus rapidement possible les populations qui aujourd'hui n'ont pas accès au système des transports. La vice-présidente de la Banque mondiale se réjouit de la qualité du travail accompli et a indiqué la détermination de son institution à accompagner les efforts de la Guinée. Madame Obiageli Catherine a indiqué qu'une équipe de la banque se rendra bientôt en Guinée pour mieux ficeler les axes prioritaires d'urgence susceptibles d'être financés dès après la conclusion d'un programme formel avec le Fonds monétaire. La vice-présidente de la banque a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes et du respect des engagements pris dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire. Chose remarquable, au cours de cette rencontre, la mission gouvernementale a réussi à négocier et obtenir du Fonds monétaire et de la Banque l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire de l'appui budgétaire de 78 millions de dollars le 21 avril dernier. Une approbation qui a permis de régler directement les arriérés de la Guinée vis-à-vis de la banque pour 50 millions de dollars. Une bouffée d'oxygène, levant ainsi la suspension de tous les projets de la banque pour une enveloppe de 200 millions de dollars. Un ouf de soulagement pour les populations guinéennes. Mesdames et messieurs, comme annoncé, voici notre invité de parcours. C'est monsieur Dr Maurice Sandan Kouyaté. Dr Maurice Sandan Kouyaté est le directeur exécutif du comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur, vous êtes à Conakry dans le cadre d'un atelier. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à votre journal. Je suis ici avec mes collègues d'Addis Abeba, parce que si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, j'étais ici à Conakry et j'avais annoncé que notre première dame, Mme Kondé Guéné-Kaba, avait montré l'intérêt de s'immiscer, de travailler avec le comité interafricain pour la lutte contre les mutilations génitales féminines, mais surtout pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. Puisque c'est une première dame et elle ne peut pas entrer par effraction comme ça, j'avais annoncé que nous allions faire cela de façon solennelle et qu'un événement sous-régional devrait peut-être être le bienvenu pour que madame soit reçue dans la famille du comité interafricain. Donc à partir de demain, le 27, le 28 et le 29, nous allons recevoir ici en Guinée, les invités sont déjà ici, les participants, nous allons recevoir 8 pays, je dirais même 9 pays parce que plus l'Éthiopie. Ces pays viennent se faire représenter par des leaders religieux. Et ces leaders religieux qui ont travaillé avec le comité interafricain depuis 1998 et qui ont formé un réseau de leaders religieux africains qui est d'ailleurs dirigé par un Guinéen, Elhadji Ibrahima Bambassi, ils viennent ici pour évaluer le travail qui a été fait dans les pays du point de vue religieux contre les mutilations génitales féminines. Ça, c'est un premier acte. Mais surtout, nous allons, à partir de cet atelier, montrer que la Guinée a une nouvelle participation à la lutte contre les mutilations génitales, notamment l'arrivée de la première dame de la République de Guinée. Ce n'est pas la première fois, la Guinée a toujours occupé ce poste important et l'ancienne première dame aussi était avec nous. Et donc c'est une continuité. Ce que je voudrais souligner pour être tout à fait clair, c'est que la première dame, avec ses capacités, avec son aura, avec sa position, est une force de plus pour booster la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et son intervention vient compléter, aider le gouvernement à parfaire, à atteindre ses objectifs. Donc c'est une complémentarité entre la première dame et le gouvernement. Et je sais, il y a la semaine dernière, j'ai été très frappé, j'ai été agréablement surpris de voir que la ministre d'État aux Affaires sociales avait publié les arrêtés conjoints pour la mise en œuvre, l'implémentation de la loi contre les mutilations génitales féminines.
Est-ce pour toutes ces raisons que vous avez choisi la Guinée pour l'organisation du présent atelier? Oui, on a choisi la Guinée parce que, d'abord, je dois dire que Mme Chantal Compaoré sera l'invitée de la première dame de la République de Guinée. Nous aurons la chance de la voir ici demain, et à côté de sa sœur, Mme Condé Guinée-Kaba. Alors, ce n'est pas seulement le choix, parce que les leaders religieux dans les autres pays ont fait un pas quand même. La Mauritanie est là. La Mauritanie est un pays islamique. C'est la République islamique de Mauritanie. Mais eux, ils ont voté une fatwa. Dans les autres pays, on vote les fatwas, on adopte les fatwas contre ceux qui luttent contre les mutilations. Mais en Mauritanie, ils ont adopté une fatwa contre les mutilations génitales féminines. Ils seront là demain. Donc, pour un peu aider nos frères, chefs religieux qui sont ici, pour qu'on puisse avancer un peu plus dans cette lutte. C'est un peu ça que nous avons choisi la Guinée. Donc une histoire de booster un peu les participants guinéens, quoi. Oui, ils ne sont pas en retard. Hein. Les Guinéens ne sont pas du tout en retard. Nous sommes des pionniers. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on échange les idées, les expériences pour montrer qu'on n'est pas les seuls aussi dans la danse. Et il y a toujours quelques forces rétrogrades qui ne veulent pas que l'on avance. On va essayer de les convaincre aussi. Je crois qu'il y a des érudits que nous avons invités qui seront là à partir de demain, qui connaissent le Coran, qui connaissent tout de la religion musulmane, de la religion chrétienne aussi. C'est les religieux, hein, ce n'est pas seulement... Et combien de participants viendront de l'extérieur? Il y a 3 participants, 3 érudits que nous avons fait venir de chaque pays. Donc ils seront 24 qui seront là, plus les experts de l'Éthiopie qui seront ici. Merci, docteur, pour cet avant-goût. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous avez suivis, merci et bonne suite de programmes télévisés. Merci, docteur.